Bonjour Claudio Simili. Bonjour Eric. Alors, donc on va un peu expliquer le contenu de cette conférence AIDOS sur pédagogie, orientation, gouvernance, anticipation. Que peut-on attendre de nos données? Alors, la première question, moi, qui me vient à l'idée, c'est bah, les données en éducation, de quoi parle-t-on, hein? Comment collecte-t-on ces données? Quelle nature elles ont ces données? Est-ce que ce sont des noms, des adresses? Est-ce que c'est sur des données sur les parcours pédagogiques? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éclairage et quelques exemples si possible? Écoute Eric, oui bien sûr, ces données en fait, ce sont les choses qui nous entourent. On pourrait définir ça déjà de deux façons. Il y a des données à caractère personnel qui se rapportent à ta personne. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui va assez loin, hein, puisque une donnée à caractère personnel, par exemple une adresse IP, permet de raccrocher en fait un élément que nous sommes en train d'échanger à toi-même. Donc c'est une donnée à caractère personnel. Et puis il y a des données qui n'ont pas de caractère personnel, qui sont des données très générales, qui ne se raccrochent pas spécifiquement à une personne et qui permettent entre guillemets d'avoir une idée par exemple de choses qui sont échangées sans forcément avoir une question de propriété. Alors au niveau des données d'éducation, on a plusieurs types de données. On a des données qui sont liées à l'organisation scolaire, hein. On voit bien tout ce qui touche aujourd'hui à l'organisation de la classe, à l'emploi du temps. Voilà, on a des données qui se raccrochent à la question des traces d'apprentissage, donc qui couvrent l'activité réalisée au niveau des situations d'entraînement, d'apprentissage. On a des traces d'usage, différentes traces d'usage, hein. Par exemple, les logs sont des traces d'usage. Elles sont évidemment des données à caractère personnel. Puis, il y a un certain nombre de productions que peuvent faire les élèves et les enseignants qui ne sont pas toujours complètement structurées. Il y a des données qui sont liées à l'infrastructure, hein, et puis, il y a des publications et des études diverses et variées. Donc, voilà un petit peu la typologie des données. Dans les traces d'apprentissage, il faut savoir qu'il y a des données qui permettent, par exemple, d'avoir une idée assez précise d'une activité en ligne. Globalement, ça se présente sous forme d'un triplet, qui est un verbe d'action, un complément qui se raccroche à l'activité qu'on est en train de conduire et le niveau de réussite de l'activité. Typiquement, tu fais une activité en mathématiques, donc on peut savoir à quel moment, entre guillemets, tu as lancé cette activité, quelle est la typologie de l'activité que tu es en train de faire. Tu es en train de calculer, par exemple, le plus grand diviseur commun, okay, et le fait de savoir si tu as réussi cette activité, on va dire, dans l'ensemble, dans un ensemble d'activités qui ont été lancées. Donc, comme on le voit, les données peuvent être à la fois assez précises sur les questions d'activité, mais également, en fait, elles peuvent cibler l'ensemble des éléments qui sont conduits dans des situations d'apprentissage. Seconde question par rapport à ça, que peut-on en faire? Donc on parle souvent de vol de données, donc de vente de données, donc ça c'est le côté un peu négatif Bien de ces sûr, données. Et puis comment on peut les valoriser? Parce que j'imagine que la recherche, avec toutes ces données, peut faire des choses. Est-ce que on va les exploiter de manière positive, négative? Est-ce qu'on peut avoir un peu ces deux champs de vision de ce qu'on peut faire de la donnée? bien sûr. Alors, de toutes les façons, la donnée, ça fait depuis longtemps que c'est quelque chose qui est utilisé au niveau scolaire. Je tiens à rappeler quand même qu'au niveau analogique, qui était l'école de l'écriture, ou qui est l'école de l'écriture, un enseignant, un directeur d'école, un chef d'établissement, c'est quelqu'un qui collecte de la donnée, hein, et qui utilise cette donnée pour évaluer. Là, on parle bien de données qui sont écrites. Et donc, on a tous souvenir de nos bulletins de classe, qui étaient des bulletins de classe manuscrits, et ça se faisait après collecte des données, qui étaient les notes et les observations des enseignants. Donc ça, c'est un premier exemple pour dire que collecter de la donnée et utiliser de la donnée, c'est pas quelque chose qui est relativement récent. Aujourd'hui, en fait, on collecte de la donnée et on continue de la collecter
dans les activités qui sont les activités d'accompagnement de l'élève, donc tout ce qui est la vie scolaire, les notes, hein. Tous les parents reçoivent aujourd'hui des bulletins de notes qui sont des bulletins de notes numériques, mais simplement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités. On parle certes beaucoup d'intelligence artificielle. Moi, il me plaît de rappeler qu'on a fait d'abord des learning analytics qui se fondaient sur l'analyse de l'activité élève avec comme finalité de permettre à l'élève de mieux réussir son activité. Hein, alors, il y a plein d'études qui ont été faites. Je rappelle toujours ce que fait ou ce qu'a fait Vandal Wengo ou ce qu'ont fait des chercheurs comme Anne Boyer, qui était d'abord en fait de travailler sur les learning analytics et donc analyser les données de façon à favoriser les situations d'apprentissage. Bien sûr, aujourd'hui, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est là où tout le monde prend un petit peu peur en se disant, bah oui, mais une intelligence artificielle, ça peut aller au-delà d'aider les élèves à apprendre. Ça peut, par exemple, aller vers des choses qu'on ne souhaite pas. Alors, moi, je tiens toujours également à rappeler plusieurs éléments qui sont des éléments factuels. Une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est pas autonome. C'est quelque chose qui s'entraîne à partir d'un jeu de données qu'on lui fournit. Et donc, quelque part, quand on veut faire progresser un élève sur une activité, il apparaît assez important de fournir à cette intelligence artificielle des éléments qui sont des éléments tangibles, qui ont été redressés très souvent d'un certain nombre de biais, et qui permettent d'entraîner cette intelligence artificielle à apporter un certain nombre d'éléments qui vont permettre, par exemple, d'entraîner l'élève. On est dans la façon positive de la chose, c'est-à-dire qu'elle va essayer de voir quels sont les manques, et puis après, elle va proposer, en fonction de ce qui aura été constaté, des éléments de correction. Ces éléments peuvent être complètement managés par l'enseignant. C'est-à-dire que ça peut être des propositions qui sont faites et qui sont ensuite, entre guillemets, arbitrées par l'humain. Et ça ramène en fait à quelque chose d'extrêmement important qui revient à la question de l'arbitrage par un humain, par l'enseignant, la modération de ce qui peut être fait à la fois dans les learning analytics, dans de l'adaptive learning et dans l'utilisation aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qui est la part de l'humain sur, on va dire, l'action de la machine, en sachant très bien qu'il faut qu'il y ait aussi une relative part d'automatisme, en se disant que l'humain est là dans un aspect de modération et dans un aspect de décision. La décision lui appartient. Voilà, donc on voit bien que c'est quelque chose qui peut nous amener énormément d'apports, notamment dans l'analyse des difficultés de l'élève, dans le niveau de graduation, par exemple, qu'on peut proposer sur l'évaluation, sur les choix de là où il faut accentuer l'activité dans la différenciation pédagogique, dans l'accompagnement quand un élève, par exemple, fait des recherches aujourd'hui au niveau d'informations qui lui manquent, ou alors dans l'organisation d'un enchaînement d'activités et l'adaptation du rythme. Mais il y a aussi d'autres points qui sont très positifs aujourd'hui, par exemple dans l'entraînement qu'on peut avoir dans l'apprentissage des langues, voire dans le fait d'aider, de soulager certains élèves qui sont, par exemple, dyslexiques, dans l'entrée dans l'activité pour qu'ils ne dépensent pas trop d'énergie, par exemple, pour rentrer dans une activité pédagogique. Alors, comme tu l'as dit, ça, ce sont des points très positifs sur lesquels il faut absolument que nous travaillions et que nous avançons. Il y a des points plus négatifs qui peuvent être la captation à des fins de vente et surtout quelque chose qui n'a pas été souhaité ou qui n'a pas été validé, enfin qui n'a pas été souhaité par l'élève ou par les familles. Et donc tout ça, ça revient aujourd'hui aux questions de respect du régime général de protection des données et ensuite de souveraineté de ces données, sachant très bien que ces données doivent répondre à un certain nombre de standards qui sont ouverts
et qu'on doit pouvoir savoir où ces données sont stockées et comment exactement elles sont utilisées. Donc, effectivement, il y a des utilisations, j'ai envie de dire, qui quelquefois ne sont pas souhaitées, mais je rappelle toujours que ça se fait toujours, on va dire, en ayant accepté, même si on n'a pas lu le partage de ces données, notamment sur certains outils qui sont des outils personnels, hein, on parle beaucoup des réseaux sociaux, etc. Enfin, 100% des personnes ont accepté en fait les conditions générales d'utilisation ou la politique de protection des données Sans les des dire. réseaux sur lesquels ils vont. Donc, à la direction du numérique, donc j'imagine qu'il y a une stratégie vis-à-vis de ces données. Quel est le rôle justement de l'État, hein, ou du moins du ministère, hein, pour conduire cette politique vis-à-vis de l'utilisation ou de la valorisation de ces données? Ben, il y a une stratégie qui est fondée sur la valorisation et la sécurité et la protection de l'individu. Bien entendu que c'est quelque chose qui est au premier plan. Il y a notamment les questions de la protection. Donc, l'État est rentré avec des outils qui permettent, entre guillemets, d'avoir en fait la protection des données à caractère personnel. On parle beaucoup, on va dire, du gestionnaire d'accès aux ressources. Mais il y a également très fortement le respect du régime général de protection des données. Et donc pour ça, il y a tout un travail qui est fait avec les EdTech, notamment au niveau d'un code de conduite, hein, que l'on souhaite mettre en œuvre. Ce code de conduite, en fait, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un engagement des entreprises dans la démarche, qui est une démarche responsable, en fait, où il y a un engagement fort à protéger les données, à ne pas les réutiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles, en fait, c'est prévu. Il y a également tout un travail avec le comité d'éthique sur les données qui produit un certain nombre de recommandations. Hein. Il y a eu, par exemple, une première production qui a été faite à la suite de la crise Covid sur, finalement, quels sont les usages qu'on peut faire, on va dire, de ces données et finalement, quelles sont les recommandations qu'on peut avoir, notamment en termes de souveraineté de ces données. Alors, attention, la souveraineté, c'est à la fois la capacité à les protéger et à en être le maître. Hein. C'est-à-dire que ces données ne doivent pas échapper, entre guillemets, à l'individu de façon non maîtrisée. Et donc, je crois que c'est un ensemble d'éléments et d'enjeux qui guident notre stratégie. Après, dans la stratégie de valorisation, on a bien entendu aussi le fait de permettre à la France, à l'Europe, de pouvoir s'appuyer sur des dispositifs numériques qui vont, on va dire, utiliser des données qui ont été collectées de façon complètement responsable, mais qui en même temps vont permettre à la recherche de travailler dessus et de fournir des dispositifs qu'on a évoqués précédemment, de plus en plus responsables, mais de plus en plus performants et aidants pour à la fois faciliter certains apprentissages et aider les enseignants, on va dire, dans leurs tâches, et dans leurs tâches notamment de différenciation et d'accompagnement. Donc on a lancé tout un programme en relation avec des laboratoires de recherche pour travailler sur la collecte et le redressement des données. Et on parle aujourd'hui, en fait, de travailler et d'élaborer un Education Data Hub pour lequel, on va dire, on est en train d'engager tout un travail sur la sécurisation des données, sur comment les partager, comment finalement donner un accès, comment les sécuriser. On parle beaucoup de chiffrement, d'obfuscation, etc. Parce que on n'est pas, par exemple, obligé de connaître un individu pour travailler, pour entraîner des modèles. Eh bien, Claudio Simili, merci pour cet éclairage. Donc, je rappelle que tu es directeur de projet à la direction du numérique, hein, au ministère de l'Éducation Merci Eric, nationale, oui. et que le sujet de ta conférence, pédagogie, orientation, gouvernance, anticipation, que peut-on attendre de nos données, a été donné à Eidos en 2021, contexte un peu difficile, hein, pour tout le monde, à distance. Merci beaucoup. Merci Eric.